On a de quoi remonter notre bibliothèque, mais on a parlé des plus riches, on a parlé aussi des travailleurs pauvres. Parlez-nous 30 secondes de la classe moyenne, et notamment des cadres. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se paupériser? Est-ce que, bien sûr, c'est préoccupant de voir qu'aujourd'hui que le SMIC est à 1070 euros net et que c'est quand même très difficile d'y arriver avec ça, mais est-ce que la classe moyenne qui fait fonctionner le moteur de la consommation, est-ce que c'est pas elle, aujourd'hui, qui est la plus menacée? La classe moyenne, elle traduit dans un pays son niveau de démocratie et son niveau économique. Et on voit bien d'ailleurs l'émergence de classes moyennes dans des pays comme l'Inde ou la Chine aujourd'hui. Alors que nous, qui sommes malheureusement sur une pente descendante, nous voyons effectivement cette classe moyenne qui est très importante, qui, je ne vais pas revenir à Giscard, les 90-10, mais bon, qui représente une partie largement majoritaire de la population, elle souffre énormément parce qu'on pourrait la définir comme se situant dans un système où gagnant trop pour bénéficier d'un certain nombre d'aides et pas suffisamment pour vivre normalement et décemment de son travail. Quand effectivement on voit le prix de l'immobilier à Paris et en région parisienne, eh bien on en arrive à des situations où des personnes qui travaillent à plein temps avec des bons niveaux de qualification dorment dans leur voiture. Certains ont des difficultés pour faire face à toutes les dépenses contraintes dans le budget des ménages. Et ce qui est préoccupant, c'est deux, trois petites choses. Quand on voit qu'on peut être bac plus 5 ou bac plus 8, si vous êtes trader, formidable. C'est comme Zidane ou Johnny Hallyday. Si vous êtes philosophe, c'est plus difficile. Exactement. Mais c'est pour ça que vous avez là aussi une perte de sens. Quand vous voyez que des écoles d'ingénieurs, censées former des scientifiques travaillant dans la recherche ou l'industrie, finissent par produire 50 ou 60% de promos qui vont vers la finance. Quand vous prenez une école comme Supaéro, mais Supaéro, je cite Supaéro parce que par définition, on voit à peu près à quel métier on se destine. Et moi qui suis issu du secteur aéronautique, je connais bien. Ben, quand vous voyez qu'aujourd'hui 50 ou 60% d'une promo de Supaéro n'entre pas chez Airbus ou ADS, mais part dans les banques et part dans la finance, là, il y a un léger problème. Pour le reste, vous pouvez là aussi être ingénieur bac plus 5 ou bac plus 8 et démarrer bien évidemment à 1500 ou 1600 euros bruts par mois. Et là où il y a un problème, c'est que si vous êtes dans des filières, entre guillemets, traditionnelles et où la concurrence fait rage et où les facteurs de compétitivité de nos entreprises ne sont pas très élevés, eh bien, il n'y a pas non plus de perspective, si on ne change pas de piste, d'évolution de carrière telle celle qu'on percevait au moment des 30 Glorieuses. Éric Zemmour et Pierre Ceinturier qui voulaient réagir. Non, parce que déjà, la question sur la classe moyenne, parce que ça me paraît absolument essentiel aujourd'hui. Et Godet a fait un numéro très drôle tout à l'heure sur le thème « Mais qu'est-ce qu'on est riche aujourd'hui par rapport à ceux qui ont connu 14 ?» Il a tout à fait raison. Par rapport à ma grand-mère, je suis un milliardaire, ça c'est sûr. Vu qu'elle allait encore au lavoir dans les années 50 et qu'elle avait 9 enfants, moi je suis milliardaire. Mais je voudrais simplement corriger cette impression en disant à Godet que 25 à 30% des trentenaires et quarantenaires sont dans une situation sociale inférieure à leurs parents. Je crois que c'est les chiffres que donne Chauvel. Je voudrais dire simplement qu'aujourd'hui, c'est ça l'évolution de la société aujourd'hui. Alors évidemment, par rapport à 14, même ces 25 ou 30%, ils sont richissimes. Ça, je suis d'accord. Ils vivront beaucoup plus vieux et ils seront beaucoup plus riches que mon grand-père de 14. Je suis d'accord avec Godet. Mais par rapport à leurs parents, ils seront plus pauvres. Ça fait quand même un problème. Donc ça veut dire que l'ascenseur social est non seulement bloqué, mais cassé. Non, ça veut dire que il y a une vraie situation nouvelle et qu'en fait, moi, je pense qu'on ne devrait plus parler de classe moyenne. Parce que je pense que la classe moyenne, ça a une histoire, un moment dans l'histoire et une génération. C'est-à-dire que la classe moyenne, c'est l'ère de Giscard, d'ailleurs quand il voulait faire 2 Français sur 3, c'est ça ça a été au bout de 30 ans de 30 glorieuses, la classe moyenne est née. Aujourd'hui, la classe moyenne est limitée à une génération, c'est les baby-boomers. Leurs enfants, il n'y a plus de classe moyenne.
Il y a une classe moyenne qui est en voie de prolétarisation, qui est devenue ouvrier, employé, et il y a une infime partie de la classe moyenne qui a réussi à être aspirée par le 1% qui bénéficie de cette bienheureuse mondialisation. Et puis, entre les deux, il n'y a plus. La classe moyenne, c'est simplement, aujourd'hui, les 60 ans qui en ont profité dans les années 70. C'est ça, aujourd'hui. Brice Ceinturier, est-ce que c'est pas cette classe moyenne qui va alimenter les abstentionnistes? Je sais que t'es pas d'accord. Et après, Michel Godet? C'est d'abord les catégories populaires en général qui s'abstiennent, et ça peut être évidemment renforcé par les classes moyennes si on est dans une désillusion permanente. Moi, je voulais, tout à fait, je voulais juste revenir sur un point que vous avez souligné, qui est le constat partagé sur un certain nombre de choses, et vous faire part de la crainte que j'ai à chaque scrutin présidentiel, qui est que dans ce pays, on a quand même le chic pour se tromper sur les débats. Et du coup, pas forcément partir, me semble-t-il, sur un certain nombre de diagnostics. On a juste effleuré, et Cynthia Fleury l'a effleuré, et je suis 1000 fois d'accord avec elle, cette question du rapport au travail des Français. On ne peut pas dire dans la société française qu'on serait face à des salariés ou à des Français qui ne voudraient pas travailler. Ça, c'est vraiment l'archétype du mauvais débat, et je pense que c'est un contresens total. Je le dis sans succès depuis longtemps, mais malgré tout, si jamais les Français ne voulaient plus travailler, ils n'auraient pas élu un président de la République en 2007 qui avait fait de cette question un axe central de sa campagne. Aujourd'hui encore, ils nous disent que si on peut travailler plus pour gagner plus, aujourd'hui encore, malgré la désillusion, ils sont 70% à prendre. Ils ne sont absolument pas pour une société où, progressivement, en termes d'idéal type, on serait dans une société du loisir. Pas du tout. Ils réclament une société où ils puissent travailler. Le problème, vous le savez bien, vous ici et moi aussi en tant que chef d'entreprise, c'est qu'en France, au contraire, on survalorise la question du travail. On y met plein de choses que ne mettent pas les Anglais ou les Américains. Donc ça, c'est le type même du mauvais débat. Le vrai débat, me semble-t-il, il est sur le coût du travail, ou sur la fiscalité et l'exigence d'équité et de répartition et d'efficacité surtout de ces enjeux-là. Mais pas sur le fait de savoir si les Français auraient envie ou pas de travailler. Ils ont envie, simplement il faut qu'on leur donne les moyens d'aller sur cette question-là. Alors il est vrai, et c'est ce qu'on peut ressentir en entreprise, il est vrai qu'il y a eu un arbitrage qui s'est fait entre l'investissement dans la vie professionnelle et l'investissement dans la vie personnelle. Et que cet arbitrage, il s'est fait au début des années 90 et il est le point d'arrivée d'une longue maturation de l'individu, d'une conception, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça c'est vrai qu'au début des années 90, les Français, on le voit très bien dans les courbes d'enquête, nous disent « je privilégie ma vie personnelle à l'investissement dans ma vie professionnelle si elle me demande surtout des sacrifices ». La question c'est de savoir pourquoi. La raison, et j'en reviens toujours à ça parce que je m'aperçois encore une fois qu'on a, à mon sens, peut travailler, c'est la question de l'emploi. C'est pas la question des 35 heures. La courbe, elle reste plate. Ça s'est fait avant, ça s'est fait sur la promesse de l'entreprise initiale qui était « je t'embarque dans une histoire commune où je te donne du travail pendant 30 ou 40 ans », qui a été brisée notamment à la fin des années 80, début des années 90 par les grands plans de restructuration dans la sidérurgie. Vous avez des Français qui ont vu leurs parents partir là, effectivement, au chômage, se faire massacrer, ou, un peu plus tard, leurs frères aînés qui s'étaient défoncés et qui ont été rattrapés pour le chômage. C'est pour ça que j'en reviens toujours à cette question. La question centrale, c'est celle de l'emploi et des conditions pour favoriser l'emploi et la croissance. Ce n'est pas le débat et la tarte à la crème sur est-ce que les Français ont envie de travailler ou sont-ils devenus des grands paresseux. Brice Ceinturier, est-ce que la question... Oui, vous pouvez l'applaudir. Est-ce que la question, c'est aussi de se dire, si les Français ont toujours envie de travailler, est-ce qu'ils ne sont pas de plus en plus pessimistes ou inquiets sur le produit de leur travail et sur la capacité de leur travail à les faire grandir, si j'ose dire, dans l'échelle sociale, qui a été le vieux rêve des années des 30 glorieuses, c'est-à-dire que papa était ouvrier, le fils était cadre, et le petit-fils pouvait être chef d'entreprise. Est-ce que ce système-là, il n'est pas en train de se... Non, mais ça oui, c'est ce qu'on a évoqué, c'est la hantise du déclassement, c'est la classe moyenne qui a le sentiment de se prolétariser progressivement, c'est l'incapacité de se projeter dans l'avenir sur un mode heureux, c'est l'idée que l'avenir est derrière nous, etc., etc. Donc ça sont les questions clés. Mais justement, il me semble que l'enjeu, notamment auprès des salariés, c'est d'arriver à refabriquer de la confiance et donc du résultat, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, mais c'est en fabriquant du résultat qu'on recrée de la confiance. Donc c'est ça l'enjeu majeur pour tous les chefs d'entreprise et tous les salariés de ce pays, pour qu'ensuite ils puissent se reprojeter dans l'idée d'un ascenseur social qui ne fonctionne plus, patati patata. Ça, on le raconte depuis 10 ou 15 ans. Donc essayons de travailler sur les solutions et pas sur le constat de la hantise du déclassement, je crois, qui est bien établi et bien rebattu.
Michel Godet. Là encore, je voudrais apporter quand même un petit bémol, parce que Stéphane Lardier. on raisonne toujours au niveau global. On peut pas parler des Français comme ça, comme on fait dans les enquêtes. Dans les territoires, ça varie fortement d'un territoire à l'autre. Il y a des lieux d'harmonie sociale, il y a des lieux de qualité de vie, et au passage, je reprends mon exemple de la Mayenne qui a été évoqué tout à l'heure. C'est dans des territoires C'est sûr qu'on a envie d'y aller. Hein. les plus pauvres de France, 1,3 autour du SMIC. Tout le monde gagne à peu près la même chose. Et croyez-moi, quand on dépense moins que ce qu'on gagne, ce qui est le critère pour s'enrichir, ce que m'a dit mon grand-père, eh bien, on peut aussi s'en sortir en province avec le SMIC ou 1,2 SMIC. Mais les gens sont pas malheureux parce qu'il n'y a pas de riches extravagants autour d'eux. Donc, il n'y a pas d'inégalité trop forte visible. Donc, ce qui est important, vous savez, c'est une chose, je l'ai dit ce matin, quand mon voisin s'achète une grosse voiture, mon niveau de vie relatif baisse. Donc les gens sont frustrés, au lieu d'être contents de ce qu'ils ont, ils sont frustrés de ce qu'ils n'ont pas. Donc il y a un travail à faire sur soi. L'accumulation de biens, ça rend pas plus heureux. Surtout quand on est au fond d'un lit d'hôpital. Mais ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Alors maintenant, votre histoire d'ascenseur social des classes moyennes, arrêtons les conneries. Parce que on peut toujours se construire un escalier là où on se trouve. Hein, on vit dans un pays où on manque de professionnels. Vous faites faire un double vitrage, c'est des Turcs qui viennent chez vous, qui sont d'ailleurs bien intégrés. Il n'y a pas un Français qui veut faire ce boulot. Alors arrêtons. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont inemployables aujourd'hui et qui considèrent que c'est salir les mains. Tout le monde veut rentrer dans une collectivité territoriale pour faire un bureau de bureaucrate où quand on sera absent, il n'y aura pas de sanction. Bon, arrêtons ça. Il y a une inégalité de statut, il y a des métiers qui sont méprisés, il faudrait mieux les rémunérer pour les rendre plus attractifs. C'est ça qu'il faut faire. Mais oui, ayons le courage de redistribuer autrement les mannes qu'on le fait actuellement. Parce qu'il n'y a pas de conformité entre les revenus et les gens et leurs conditions de travail et leur statut. Mais on ne les rémunérera pas plus. Ouais. Tu parles, c'est Saint-Jean-Bouche d'Or, tu as raison. Mais sauf qu'on ne les rémunérera pas plus parce que tout simplement ce sont des métiers mal payés, qu'il y a en plus, comme tu as dit, il y a des Turcs qui viennent faire le boulot, donc il y a en fait un dumping social par une immigration continue. Et donc, ils ne seront pas mieux rémunérés. C'est comme ça, c'est même pas la peine de discuter. Tu peux dire, rémunérons-les mieux. Ouais, moi aussi, je vais... Stéphane Lardy. Oui. Non, pour dire, j'ai fait mes doubles vitrages il n'y a pas très longtemps, c'était des salariés français. Hein, donc, bon, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais il n'y a pas que des Turcs. Hein. Je reviens sur ce qu'a dit Brice Teinturier, parce que, puisque je reprends la parole, je pense, pour la dernière fois, donc je vais essayer de garder le micro un petit peu. Je pense qu'au-delà de la question de l'emploi, on en a parlé un petit peu ce matin, je pense qu'un des grands défis que nous aurons dans le cadre des relations sociales, des relations du travail, c'est les problématiques d'organisation du travail. Je pense que, alors on parle de bien-être, de risques psychosociaux, ce que je disais tout à l'heure, hein, le risque de l'entreprise, l'intensification des formes de travail, c'est une résultante des 35 heures d'ailleurs, une résultante des 35 heures, ça a fait beaucoup de mal aux salariés. Et je crois que je ne vais pas prendre mon analysation, je pense que c'est une question qu'on a laissée de côté. Donc une forme d'implication dans le travail, et puisque j'ai la chance d'être devant le président de l'UPE 13, je lance un appel au MEDEF national pour qu'il engage des négociations sur l'organisation du travail. Je pense qu'on a un vrai débat, des vrais enjeux sur l'organisation du travail dans ce pays. C'est quelque chose qu'on a laissé. Et pour reboucler la boucle, puisque à un moment il faut parler, on en a parlé bien évidemment, mais il faut parler macroéconomie. Je veux dire, on peut créer de la richesse. Voilà. D'une part, rappeler que la mondialisation, ça date pas de 1990, de 1980. Hein. Christophe Colomb, c'est déjà les débuts de la mondialisation. Par contre, la mondialisation, elle s'est accélérée, notamment dans les années 80-90. Je rappelle qu'il faut toujours penser que la chute du mur de Berlin, c'est un des impacts de la mondialisation parce que ça amène quand même une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre très qualifiée, moins chère. Après, le Polonais, les Allemands étaient très qualifiés, les Hongrois, les Tchèques. La Tchécoslovaquie était un pays très industrialisé avant la guerre, hein, plus industrialisé que la France, hein, je le rappelle quand même. Donc c'est des accélérations après avec les nouvelles technologies de communication, l'Internet. Voilà. Pour autant, faut pas nous vendre la mondialisation enchantée. Hein. Moi, j'ai participé il y a pas très longtemps à le Grenelle de l'emploi sur l'environnement. J'avais un participant qui me disait, regardez, les salariés dans les déchetteries, ils participent au bien-être de la planète. Je lui ai dit, allez dans les déchetteries. Hein. Le salarié, il s'en fout. Hein. Franchement, qu'il